Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Kenzan Potier Hermite. AFV. L'auteur remercie tout spécialement Fantine Villa, Malina Stefanovska, Christiane Bougerolles, Paul Rouillet et Vincent D pour leur soutien. Portrait de Kenzan. Dans Sentetsu Zoden, vie et portrait des personnages illustres de l'époque d'Edo par Hara Tokuzai 1844. Collection de la Bibliothèque de la Diète, Tokyo. Illustration d'après catalogue d'exposition, Dairin Paten, Musée national de Tokyo 2008. Introduction. Ce petit ouvrage a été conçu dans l'idée qu'il pourrait aider le public français à entrer dans l'univers d'un des plus grands artistes japonais, Ogata Kenzan, 1663-1743. Kenzan est avant tout un potier, et comme tel l'un des artistes japonais les plus connus de l'époque féodale d'Edo, 1603-1867. Il est venu au monde à Kyoto, on suppose en 1663, Ogata est son nom de famille. Kenzan est en réalité son nom d'artiste potier, le nom dont il s'est servi pour signer ses œuvres céramiques. Aujourd'hui au Japon, la simple appellation de Kenzan suffit pour le désigner d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, les œuvres de cet artiste ont été très peu commentées dans les langues occidentales, bien qu'elles soient emblématiques de l'univers esthétique japonais et qu'elles soient appréciées comme telles au Japon. On peut cependant s'étonner de la relative pauvreté des travaux sur un artiste si célèbre. Cela est sans doute dû au fait que les œuvres de Kenzan sont comprises au Japon sans qu'il soit besoin de beaucoup d'explications, car elles participent du même imaginaire que celui de toute une société. Cet ouvrage vise donc à présenter l'esthétique de Kenzan, les formes d'expression de son œuvre plastique et poétique dans leur rapport avec l'imaginaire culturel du Japon. Sur ces œuvres dont la plupart sont des grès, Kenzan a quelquefois signé Potier Hermite, Toin. Cela en dit beaucoup au Japon, mais il n'y a pas de correspondant en Occident. Pour apprécier Kenzan, il est nécessaire d'être sensible à ce que cette signature Potier Hermite pouvait avoir d'inattendu. Il y a d'un côté un potier, dont le métier bénéficie de la prédilection des Japonais pour la céramique. D'un autre côté, il existe depuis le Moyen-Âge japonais une tradition de l'ermite esthète. Ce personnage emprunte le mode de vie d'un moine ermite, non dans un but strictement religieux, mais en vue de la création poétique. Chez Kenzan, ces deux traditions fusionnent. Comment expliquer à un lecteur occidental le sens du mode de vie que choisit l'ermite, esthète ? Qu'est-ce qui correspondrait le mieux dans l'histoire occidentale, à cette figure de la culture japonaise ? Je crois que c'est ce que l'on appelle en français l'artiste, qui a le génie, le sentiment, le goût des arts, 3. Je propose donc de voir en Kenzan un artiste au sens d'un individu créateur de formes à l'intérieur de sa propre tradition. On voit Kenzan s'inventer lui-même en se qualifiant de potier ermite. Mais il a été aussi un artiste créateur à la manière japonaise, se référant donc à d'autres figures qui l'ont précédé, comme son arrière-grand-oncle Ami Koetsu ou son frère Ogata Korin, etc. Et non pas par exemple à la manière d'un romantique occidental cherchant à se libérer d'une tradition classique. Dès le début du XVIIIe siècle au Japon, le nom de Kenzan figure dans les publications qui décrivent les produits de Kyoto. Cela prouve qu'il avait déjà acquis de son vivant un certain renom en tant que potier. Pourtant, la recherche sur l'art de Kenzan ne commença qu'à partir du moment où le peintre de renom Sakai Oitsu, 1761-1828, actif un siècle après Kenzan, entreprit de transmettre l'héritage du style pictural d'Ogata Korin, 1658-1716, le frère de Kenzan. Désormais, les artistes qui affichent le même style sont groupés sous l'appellation d'école Rinpa, école décorative dont fait partie Kenzan. Depuis la modernisation du Japon de l'ère Meiji, 1868-1912, les historiens d'art ont commencé à faire progresser la recherche sur les œuvres de Kenzan et sur les documents qui le concernent. Pourtant, en dépit de sa popularité et de l'effort de quelques chercheurs, l'énigme d'un potier qui est en même temps un lettré n'a pas été éclaircie. Sans doute en partie en raison des lacunes des documents à son sujet, la question de qui est réellement Kenzan reste floue, imprécise. Une chose est certaine cependant, il n'est pas seulement un potier. Ainsi,
L'historien de l'art japonais Mizuo Hiroshi propose de voir en Kenzan un poète. Et cela montre bien la difficulté que rencontre ici l'histoire de l'art. De fait, Kenzan apparaît inclassable dans les catégories reçues de l'histoire de l'art japonais. Mizuo l'explique ainsi. L'art de Kenzan, dans lequel la calligraphie, la peinture et la poterie sont réunies, a dû être le résultat d'une inspiration qu'il a reçue de ses prédécesseurs Koetsu, Ami Koetsu 1558 à 1637 et Sotatsu, Tawaraya Sotatsu, vers 1641, qui avaient avant lui réuni la calligraphie et la peinture. Toutefois, ce que Kenzan a trouvé chez ses prédécesseurs n'était pas un simple modèle pour un art décoratif, car il a cherché à se donner par cette réunion ses propres moyens d'expression, afin de pouvoir exprimer l'esprit du lettré Bunjin, nommé Ogata Shinsei, nom personnel que Kenzan utilisa toute sa vie depuis l'âge de 25 ans. C'est de là que provient le charme inépuisable de ses œuvres. C'est la raison pour laquelle on ne cesse jamais d'aimer Kenzan. Kenzan était un poète. 4. Le travail de Kenzan présente donc une complexité qui ne se laisse pas enfermer dans la catégorie de l'art du potier. Être ainsi un artiste polyvalent est un cas certes particulier. Néanmoins, cette possibilité n'est pas totalement méconnue dans la culture japonaise. Bien au contraire, elle puise dans sa tradition esthétique. D'où mon objectif, reconnaître en Kenzan un artiste au sens spécifique de quelqu'un qui s'est doté d'une personnalité artistique. Certes, le terme d'artiste vient de l'Occident, et il est étranger à la culture traditionnelle japonaise. Pourtant, c'est ce mot qui vient tout naturellement sous la plume pour qualifier Kenzan. Mon hypothèse est que l'œuvre de Kenzan reste attachante pour nos contemporains, parce qu'ils y trouvent la figure d'un artiste, c'est-à-dire de quelqu'un dont toute la vie tire son sens d'une activité tendue vers la forme et vers l'expression. Je vais donc chercher chez Kenzan ce que jadis, Meyer Shapiro, 5 théoricien et historien de l'art européen, a appelé la personnalité d'un artiste. L'historien d'art utilise le style comme critère pour dater et situer l'origine des œuvres et comme outil pour dégager des relations entre différentes écoles artistiques. Mais le style est alors, par-dessus tout, un système de formes qui possède une qualité et une expression significative rendant visible la personnalité d'un artiste et la conception générale d'une collectivité. 6. Ainsi, comme l'énonce ce texte, personnalité d'un artiste et conception générale d'une collectivité ne s'opposent pas. Apprécier la qualité d'un style, c'est saisir comment la forme d'expression rend visible l'une et l'autre. Que l'artiste soit une figure très individualisée, qu'il ait une personnalité en tant qu'artiste, cela semble aller de soi dans la conception occidentale de l'art, au moins depuis la Renaissance. Il semble tout naturel à un historien occidental de chercher dans une œuvre la personnalité unique de son auteur. Il n'en va pas ainsi au Japon. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, Kenzan semble parfois inclassable. Le fait dont il faut partir est donc que Kenzan n'est pas un simple artisan potier. Il est aussi un homme cultivé, plus précisément un lettré. Pour comprendre son univers esthétique, il faut donc explorer au moins deux pistes. Celle de son choix de devenir un potier, c'est-à-dire un artisan manuel, et celle de son désir d'être ermite. Ces deux aspects sont indissociables. Dans la société de son temps, né dans une famille bourgeoise déclinante, il ne pouvait être ni un simple esthète parce qu'il lui manquait le moyen financier, ni un simple potier en raison de son rang social. Sa véritable position devait inclure, de façon paradoxale, les deux statuts. Cela révèle donc chez Kenzan un côté précurseur, celui justement d'être un potier lettré, et dans le même mouvement un représentant du mode de vie des ermites esthètes, dans la tradition japonaise. On peut évoquer en ce sens des noms comme ceux du poète Seigyo 1118 à 1190, des poètes essayistes Kamo no Shomei 1155 à 1216 et de Yoshida Kenko 1283 à 1352. Comment sa vie a-t-il pris un tour si original? En effet, comme je l'ai mentionné, Kenzan se présente lui-même modestement comme un potier ermite, Toen, expression souvent inscrite ou apposée comme un sceau à côté de sa signature. Il est le premier à avoir utilisé ce terme dans l'histoire japonaise de l'art. Cela veut bien dire qu'il a voulu d'abord faire de la poterie. Or au Japon le statut d'un potier est bien défini. C'est celui d'un artisan, ce qui sous-entend que la personne en question n'est ni un lettré ni un poète. Et pourtant, Kenzan a reçu la formation des lettrés,
il a pratiqué la calligraphie, a composé des poèmes à la fois dans le style japonais et dans le style chinois, une pratique courante chez des lettrés japonais depuis la période ancienne jusqu'à encore une période très récente. Enfin, dans la dernière partie de sa vie, Kenzan s'adonnera également à la peinture, il 1 et il 2, combinant de cette façon la pratique de la terre cuite, du dessin et de la calligraphie poétique, c'est-à-dire 3 disciplines plastiques différentes, la poterie, la peinture et la calligraphie. Le fait qu'il ait délibérément choisi la poterie comme mode d'expression reflète son penchant pour un matériau sobre, épuré. Ceci n'est pas sans lien avec son il 1. Panneau du deuxième mois, cerisier et faisan 16 cm par 23 cm, œuvre de Kenzan, 1743, Sceaux, Toon, potier ermite, collection de la famille Yabumoto, Tokyo. Illustration d'après Korin Kenzan Meiyo Nihon no Bijutsu 24, de Nishimoto S, 1990, page 96. Attrait pour l'ermitage et son goût pour une vie retirée, à l'écart du monde actif, mais dans une intention qui est esthétique plutôt que religieuse. De la vie de Kenzan se dégage la figure d'un ermite esthète. Ainsi donc, en étudiant le monde de Kenzan, je tenterai de découvrir en lui et à travers ses œuvres une figure d'esthète de la période d'Edo, 1603 à 1867, plus spécifiquement vers les années 1700, période marquée par une grande fécondité culturelle. La période qu'on caractérise par la culture de Genroku, plus précisément la culture autour de l'ère Genroku, 1688 à 1703, se distingue des autres par son importante activité littéraire et artistique. Elle est marquée par l'énergie ascendante de la couche des commerçants des environs de l'ancienne capitale de Kyoto. Dans le genre littéraire, on peut citer les œuvres du dramaturge Chikamatsu Monzemon 1653-1724 et du prosateur Ihara Saikaku 1642 à 1693. Quant aux arts plastiques, les premiers noms à citer sont ceux des frères Ogata, Korin et Kenzan. On cite souvent aussi le poète de haïku Matsuo Basho, 1644 à 1694, bien qu'il soit d'origine guerrière. Il 2. Panneau du témoin, Valerianacée épi 16 cm par 23 cm, œuvre de Kenzan 1743, Sceaux, Toon, potier ermite, collection du Kyoto Mingeikon, musée de folklore de Kyoto. Illustration d'après Korin Kenzan Meiyo Nihon no Bijutsu 24, de Nishimoto S, 1990, page 96. Un problème se présente aussitôt à l'esprit. Dans l'art occidental, les textes qui permettent d'interpréter les images, notamment les tableaux, sont empruntés principalement aux traditions religieuses et littéraires. Dans l'expression de la peinture poétique extrême-orientale, quelles sont donc les relations entre la figure visuelle et les textes ? La description picturale et l'inscription calligraphique, toutes deux résultent du trait d'un pinceau à l'encre de Chine. Dans le cas des œuvres de Kenzan, et cela, à l'instar de la pratique habituelle au Japon, il est au moins certain que le poème contribue à créer l'atmosphère, et l'on peut chercher le lien entre les figures peintes et les mots poétiques inscrits. Et lorsqu'il y a un sens conventionnel, on trouve le code dans la référence poétique des artistes et des lettrés de l'époque. L'œuvre de Kenzan comporte en effet des références propres à son époque. La poésie classique en langue japonaise waka, ou celle en langue chinoise, ainsi que les ouvrages classiques littéraires ou religieux. L'univers du théâtre no et celui de la cérémonie du thé, qui eux-mêmes se réfèrent constamment à la tradition littéraire du passé, en font aussi partie. Toutes ces configurations qui constituent l'univers imaginaire de l'artiste procurent la clé de lecture de ses œuvres. En reconstituant son milieu culturel, social et même familial, je chercherai à montrer comment s'est faite la construction de la personnalité artistique de Kenzan et d'établir comment il est devenu Kenzan. 1. Kenzan, héritier de culture japonaise ancestrale. Le milieu familial de Kenzan. Sa naissance dans une grande maison de commerce. Un adepte de la tradition des maîtres de thé. Un artiste connu de l'école Rinpa, une école de l'art décoratif. La filiation revendiquée avec les précurseurs de l'école de Rinpa, Koetsu et Sotatsu. Le goût japonais pour la céramique présente une particularité que l'on peut d'ailleurs constater depuis la préhistoire. La prédilection des Japonais pour la poterie ou le grès. Sans doute, la poterie est-elle moins raffinée que la porcelaine, mais les Japonais considèrent qu'elle est plus naturelle, plus proche d'une nature.
C'est un fait que les Japonais apprécient les formes rustiques tantôt dépourvues de symétrie, tantôt irrégulières. On peut même souligner qu'à la différence des Chinois qui ont toujours été attachés à mener jusqu'à la perfection la technique de la porcelaine, les Japonais ont au contraire souvent préféré la céramique de terre cuite, même après l'introduction au Japon de cette technique venue de Chine qu'ils ont par ailleurs parfaitement assimilée puis élaborée à leur tour. Il faut avoir en tête cette prédilection des Japonais pour la sobriété de la poterie, pour comprendre le choix de Kenzan de devenir potier. C'est une sorte de toile de fond sans laquelle le potier Kenzan n'aurait pas existé. Le milieu familial de Kenzan. Depuis la fin de la guerre civile entre les provinces, 1467 environ L576, des activités commerciales diverses s'étaient développées et avaient enrichi les marchands de Kyoto. Ces commerçants, à la fois riches et cultivés, ont réussi à dominer la culture de la ville. L'apparition d'un style décoratif, postérieurement identifié comme celui de l'école Rinpa, correspond à l'essor de cette couche sociale. C'est aussi l'époque où la cérémonie du thé se répand graduellement dans la pratique quotidienne des hommes du pouvoir, d'abord chez les aristocrates guerriers, puis par la suite chez les nobles de la cour impériale. Par ailleurs, un autre phénomène politique, celui-là, a à son tour une influence culturelle notable, la rivalité entre le shogunat qui s'installe à Edo en 1603 et la capitale impériale de Kyoto. En effet, avec le nouveau pouvoir du shogun Tokugawa, 1603 à 1868, la culture d'Edo s'épanouit bientôt. Dans la capitale impériale Kyoto, comme si l'on voulait résister à ce nouveau pouvoir d'Edo, certains riches commerçants se rapprochent d'une partie de la noblesse qui avait conservé la culture de la cour impériale depuis l'époque de Heian, 794-1192. Cette alliance a permis l'épanouissement de diverses formes d'expression artistique. L'empereur Go-Mizunoo, 1596 à 1680, lui-même faisait partie de ce groupe, ainsi que l'artiste de l'école Rinpa, Honpoint Koetsu, 1558 à 1637. Grâce au patronage de l'empereur, la culture de l'ancienne capitale refleurit. C'est ce qu'on appelle la renaissance de l'élégance de la cour, Miyabi. L'empereur décide de promouvoir diverses activités culturelles, l'arrangement des fleurs, Rika, la calligraphie et la cérémonie du thé elle-même. La rencontre de la vitalité des commerçants et du goût raffiné des aristocrates a favorisé la naissance de plusieurs formes d'expression artistique qui nous frappent par leur caractère novateur. Cette période est souvent qualifiée par les historiens de l'âge d'or des beaux-arts japonais. Par ailleurs, depuis le temps de Koetsu, les artistes issus des familles commerçantes aisées de Kyoto se sont volontiers affirmés comme des défenseurs de l'esthétisme de la capitale impériale, c'est-à-dire de l'esthétisme du Japon traditionnel représenté par la cour impériale. Kenzan, quoique venu au... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.